Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais démarrer la plus grosse partie du programme, à savoir les tests d'hypothèse. Pour l'instant, je vais me contenter de simplement donner les objectifs et les principes fondamentaux des tests statistiques sans rentrer dans aucun détail technique. C'est vraiment une vidéo d'introduction. Le but de notre cours cette année est de vous présenter les principaux tests d'hypothèse en biologie et surtout de vous apprendre à les utiliser à bon escient. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un graphe de décision qui liste l'ensemble des tests principalement utilisés en biologie. Vous n'avez pas à connaître ce graphe par cœur, vous l'aurez à disposition. En revanche, il faut vraiment que vous ayez l'habitude de l'utiliser, donc je vous expliquerai au fur et à mesure les significations de chaque étape. Dès maintenant, prenez l'habitude de l'avoir sous la main lorsque vous faites les TD ou les TP relatifs aux tests d'hypothèse. Le but d'un test d'hypothèse, c'est d'aider à établir une conclusion portant sur une population en se basant uniquement sur un échantillon. Les caractéristiques de la population sont inconnues, on les considère comme des variables aléatoires. Donc, par exemple, ça pourrait être la couleur des pétales d'une rose, l'acuité visuelle ou la couleur des yeux. Il y a 3 types de questions qu'on peut se poser. La première catégorie porte sur la loi de la variable qu'on regarde. Est-ce que la variable qui est observée suit une loi de probabilité donnée? Par exemple, est-ce que la répartition entre les 3 couleurs est uniforme? Deuxième type de question qui se pose quand on a 2 variables aléatoires, donc 2 critères qu'on observe dans la population. On peut se demander s'il existe un lien entre les 2 critères ou si au contraire, les 2 variables sont indépendantes. Et enfin, le troisième type de test, qu'on appelle test d'égalité, permet de répondre à la question est-ce que les différentes variables que l'on regarde ont le même paramètre? Alors, ce paramètre pourrait être par exemple la moyenne, ou bien la médiane, ou bien la variance. Dans l'exemple 3, on peut par exemple se demander si les moyennes des 2 variables xa et xb sont égales ou si elles sont différentes. Ce qui revient à se poser la question existe-t-il une différence de rendement entre les sols argileux et sableux? Sur le graphe de décision, la question que l'on se pose et à laquelle on va répondre par le test d'hypothèse est mise dans l'encadré. Donc vous voyez qu'après avoir regardé quel type de données vous avez en fonction de si c'est qualitatif ou quantitatif, vous choisissez le type de question qui correspond à votre problématique. Un point crucial lorsqu'on applique un test d'hypothèse, c'est de formuler correctement l'hypothèse, en cohérence avec la problématique que l'on se pose. On formule toujours 2 hypothèses. La première qu'on appelle l'hypothèse nulle, H0, et la deuxième, l'hypothèse alternative. Le but du test est de nous aider, en se basant sur les données, à rejeter H0 ou à ne pas rejeter H0. Ce sont les 2 seules issues possibles de ce test d'hypothèse. Nous verrons plus tard comment on choisit H0 par rapport à H1. Sachez déjà que leur rôle n'est pas symétrique et qu'on ne peut pas intervertir simplement le rôle de l'une par rapport à l'autre. Puisque par définition, le test d'hypothèse se base sur un échantillon et non pas sur la population en entier, la conclusion que l'on fait grâce au test d'hypothèse n'a pas de certitude. C'est la plus raisonnable, mais ça ne peut pas être une conclusion complètement fiable. Il convient donc, en parallèle de l'utilisation d'un test d'hypothèse, et même en amont, d'effectuer également une analyse graphique des données, afin d'une part de choisir le test le plus adapté, également d'obtenir un premier élément de réponse qui permettra de confirmer ou bien de mettre en doute la conclusion faite par le test d'hypothèse. Le graphique à faire dépend entièrement de la question que vous allez étudier, donc de la problématique biologique. Par exemple, si vous demandez si une variable suit une loi de proba donnée, ce qu'il faudra faire, c'est ce qu'on appelle un diagramme quantile-quantile, en anglais QQ-plot. Sans rentrer dans les détails, un diagramme quantile-quantile, c'est un nuage de points qui compare les quantiles de vos observations par rapport aux quantiles de la loi théorique avec laquelle vous comparez vos données. Si votre échantillon était issu de cette loi de probabilité donnée, normalement les quantiles devraient être très proches. Donc vous devriez avoir comme diagramme un nuage de points qui ressemble à la première diagonale. Je vais vous montrer un exemple juste après. Si vous vous demandez s'il y a un lien entre les 2 variables, ce qu'il faut tracer, c'est un nuage de points. On a déjà vu un exemple. Et si la liaison semble linéaire, vous pouvez confirmer cette intuition en traçant la droite de régression. Si vous demandez s'il y a une différence entre les variables, le plus adapté c'est de faire
une boîte à moustaches pour chacune des variables, qui vous permettra de comparer les quartiles, les médianes et la répartition générale. Ou bien, si ce qui vous intéresse plus, ce sont la comparaison des moyennes, vous allez pouvoir tracer un histogramme moyenne, plus ou moins les écarts types, comme on l'a vu précédemment. Dans cet exemple, notre échantillon correspond à plusieurs rendements en céréales d'un type de champ, donné en tonnes par hectare. On se demande si la variable rendement en céréales du champ A suit une loi normale. Et on verra plus tard pourquoi est-ce qu'on peut être amené à se poser cette question. Si la variable rendement suivait une loi normale, la moyenne et la variance de cette loi normale devraient être proches de la moyenne et la variance de l'échantillon qu'on a ici. On calcule donc la moyenne de l'échantillon, la variance de l'échantillon, et maintenant notre question devient, est-ce que la variable rendement en céréales du champ A suit la loi normale de paramètres, la moyenne de l'échantillon et la variance de l'échantillon? Puisqu'on cherche à comparer nos données avec une loi théorique qui est cette loi théorique ici, on va utiliser un diagramme quantile-quantile qui nous est donné immédiatement par les logiciels classiques. Et ce nuage de points vous donne en abscisse les quantiles de la loi théorique et en ordonnée les quantiles observés, donc les quantiles de votre série de données. Vous voyez que le nuage de points est très proche de la première diagonale. Le graphique nous laisse donc penser que, effectivement, la variable rendement en céréales du champ A suit une loi normale. Dans cet exemple, on regarde deux critères dans la population, à savoir la surface des feuilles et la hauteur des plantes. Les données ici correspondant à des prélèvements faits sur une même plante. Donc pour une surface de 36 cm² sur une plante, on mesure une hauteur de 39 cm, etc. On aimerait savoir s'il y a un lien entre la hauteur et la surface foliaire. Pour savoir s'il y a un lien, on trace un nuage de points. S'il n'y a aucun lien, on aura un nuage de points un peu chaotique. S'il y a une liaison particulière, on va peut-être avoir une liaison monotone, ou alors une liaison qui n'est pas monotone, mais avec une forme définie. Ou même, on peut avoir une liaison linéaire, qui est effectivement le cas ici, en utilisant la méthode présentée plus tôt dans le cours. On voit que le nuage de points est très proche de cette droite de régression linéaire. Le graphique laisse donc penser qu'il y a effectivement un lien, qui est même linéaire, entre la hauteur et la surface foliaire. Dans cet exemple-là, on a deux types de champs sur lesquels on a fait des prélèvements de rendement en céréales et on aimerait savoir s'il y a une différence ou pas entre les rendements en céréales. Ici, il n'y aurait aucune raison de faire un nuage de points parce qu'on ne cherche pas du tout à comparer la liaison entre cette variable avec cette variable. Vous voyez qu'ici, les données prélevées ici et prélevées ici n'ont aucun lien entre elles, et vous voyez même d'ailleurs qu'on n'a même pas le même nombre dans cette série le même effectif dans cette série de données que dans celle-là. On a donc ici ce qu'on appelle deux échantillons non appariés, et ce qu'on aimerait savoir, c'est s'il y a une différence entre cette série de données et cette série de données. Et la comparaison de ces deux boîtes à moustaches laisse à penser que le rendement du champ B est meilleur que le rendement du champ A. Vous voyez que le gros des effectifs dans cette série de données se situe entre 10 et 13 tonnes par hectare, alors que le 50% des effectifs se trouve en dessous de 13 hectares quand on a un champ de type A.